1, 2, 1, 2. Ça va commencer dans 5 minutes.
Allô? Bon, je suis Serge Ompi, je travaille chez Beersteak. Et je vous ai exprès pris un titre pour vous interpeller. Quoi de neuf dans le vieux? Je vais vous donner l'explication un peu tout de suite, comme ça. Tous ceux qui sont en retard, ils ne sauront pas. Vous aurez cet avantage. Je pense que l'idée première que j'avais, c'était quand j'étais jeune, j'étais en vacances. Il y avait des montagnes autour de moi, des rivières, c'est un bon endroit. Puis un jour, j'ai grandi. Puis j'ai compris qu'en fait, ces roches qui faisaient les falaises autour de moi, elles n'avaient pas été érodées, mais que là où j'étais, ça l'était, malgré qu'il y a une toute petite rivière en bas, ce qui n'était pas facile à déduire. J'ai compris aussi que ces strates, ces couches qui faisaient les rochers, c'était des sédiments, et qu'autrefois il y avait un océan ici. Et c'est pareil, ces plaques, c'était tranché. Et un jour, j'ai su qu'en fait, c'est le mouvement des plaques tectoniques. C'est-à-dire qu'avec un nouveau regard, dans ce qui est déjà considéré comme vieux, on peut y voir du neuf. C'est en ce sens-là que, en prenant un peu de recul aujourd'hui, on va essayer de voir si on a des choses neuves, mais aussi un peu remarquables à voir dans ce qui est ancien, mais évidemment, c'est entièrement centré sur l'électronique et l'informatique. Alors, voilà, je vous ai parlé des couches géologiques, on les retrouvera un petit peu par la suite dans la présentation. L'observation, c'est, pour ceux d'entre vous qui sont venus l'année dernière, je vous ai dit que lorsqu'on voulait hacker un système, le pirater, le plus important, une grande partie du travail venait de l'observation. Regardez qui l'a fait, d'où ça venait, quelle technologie, en quelle année, combien ça a évolué depuis, un tas de choses comme ça. J'ai pris l'exemple de Darwin aussi, parce que lui aussi, il a regardé le monde autour de lui. Il n'a pas vraiment créé quelque chose, mais il a sorti une théorie de ce qui existait déjà depuis longtemps, simplement par l'observation. Et justement, on parle d'évolution aujourd'hui sur l'électronique et l'informatique. Voilà, je vous l'ai dit. Alors, je vais vous parler de trois grands phénomènes de, je ne sais pas si 20-30 dernières années, voire plus, qui nous ont changé la vie. Évidemment, la révolution du semi-conducteur, c'est celle qui nous amène aujourd'hui. La révolution des télécommunications, je la cite parce qu'elle n'est pas loin, mais j'en dirai pas grand-chose parce qu'elle n'a pas vraiment subi de retournement. Elle s'est développée, les prix ont baissé, tout y est intuitif. Donc j'ai pas grand-chose à y creuser qui puisse nous interpeller et donc être utilisé. Et je cite aussi la révolution du pétrole parce qu'elle est, entre guillemets, simple, classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énormes surprises dans son développement. Ça va me permettre de comparer à celle du semi-conducteur qui est un peu plus intéressante sur certains points. Alors, on va déjà passer le sujet de la révolution du pétrole. Au moins celle-là, tout le monde la connaît, comme ça s'adresse à des intervenants très, très divers, et notamment, on m'a bien prévenu que en bonne partie, vous ne seriez pas technicien aujourd'hui. Alors, bon, le phénomène naturel du pétrole, je ne suis pas spécialiste, mais on a eu des grands développements industriels, on connaît tous qui sont derrière, et notamment des grandes entreprises qui se sont développées. Les grands pétroliers qui ont fait fortune, il y a des Américains, BP, mais il y a évidemment aussi tout ce qui est fabricants de voitures, les grosses boîtes, les Renault qui ont démarré, tout ça, et puis évidemment toute la culture avec. Des gens qui décident de comment utiliser les véhicules. Les gens qui font les normes aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont à l'origine de la construction des voitures. Ceux qui s'occupent de sécurité ne sont pas ceux qui, ou du moins de faire les normes dessus, ne sont pas ceux qui les ont mis au point ou ceux qui ont mis au point le moteur à explosion. Enfin, ça reste classique donc comme cette évolution. Alors, c'est un moteur à explosion. Ce que j'aime bien dans le pétrole et dans le moteur à explosion, c'est que dans le monde qui nous entoure, finalement, l'explosif, c'est là où je mettais moins de matière pour avoir le plus de réactions. En plus, dans les voitures, dans les moteurs à explosion, c'est une explosion maîtrisée. Donc on fait beaucoup avec pas grand-chose.
Mais c'est aussi une explosion, le pétrole, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé, on s'est développé. C'est comme une explosion, ça fait un gros boom, ça s'étend, dans le monde entier, on a eu des moteurs, des tas de choses, des plastiques, et puis ça va de plus en plus doucement. Il y a un énorme effet de souffle, et puis ça se ralentit. C'est intuitif, comme une vraie explosion en fait. Et puis ça s'est installé de partout. Je prends l'exemple agricole, j'ai pris un exemple vécu. Pas loin de mon village d'enfance, il y a une dame qui a plus de 80 ans et qui m'a parlé de l'arrivée du tracteur. Elle m'a dit qu'autrefois la récolte prenait 3 semaines. Évidemment, il travaillait à la main, donc ça va être très fatigant. Après l'arrivée du tracteur, la récolte durait 2 jours. Et ça a été d'un coup. C'est pas passé de 2 semaines et demie, 2 semaines, une demi-journée, etc. C'est d'un coup, c'est passé à 2 jours. Et ce qui m'intéresse aussi là, c'est que l'explosion est passée, mais on n'est pas passé de 2 jours à 2 minutes, ni de 2 minutes à 2 secondes. L'explosion est passée une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès, on le comprend. Alors, maintenant, je vous parle du changement du semi-conducteur. Je ne sais plus qui a trouvé ça aux États-Unis. C'est un matériau entre le conducteur et l'isolant. Ouais, on peut faire plein de choses. En gros, on peut commander de manière très souple, notamment dans l'infiniment petit, si le courant passe ou pas. Je me rappelle qu'au début des recherches de l'électronique, on pensait que ça rapporterait jamais rien, que c'était vraiment une science purement, comment on appelle ça, purement de la recherche, quoi, jusqu'à ce que ça finisse par changer aujourd'hui. Les grands développements industriels, le plus évident, c'est peut-être les 2 ingénieurs japonais qui s'y sont intéressés en premier, ont quand même monté Sony. Ça vient d'aussi loin, et ils ont vendu beaucoup de petits appareils qu'on appelait d'ailleurs par extension des transistors. Tous les Chinois dans les rivières, ils pouvaient écouter leurs transistors. Et, bon, puis il y a plein de boîtes entre Pathé et Marconi, enfin, plein de gens qui ont développé. Et évidemment, il y a aussi les gros ordinateurs, l'informatique, plein de choses qui ont suivi. Je ne vais pas vous les détailler. Je ne suis même pas le premier spécialiste pour vous faire ça, de toute façon. Et évidemment, une nouvelle culture humaine, des tas de vies qui se font, des gens qui travaillent, des gens qui ont l'habitude d'utiliser ça, qui ont besoin. Pareil, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, il y a des gens qui aujourd'hui deviennent dépendants de tout ça. Alors, cette révolution, c'est pareil, il est explosif au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu apparaître des téléphones, des télévisions dans plein de foyers, ça a changé la vie des gens, des appareils radio, un état d'appareil. Et ça semble effectivement intuitif. On a l'habitude de cette révolution du pétrole, la grande nouveauté technique qui arrive, et voilà, tout ça semble installé, ça semble aussi cohérent que le pétrole. Oui, c'est à peu près ce que je viens de dire. Alors, si on observe bien quand même cette évolution des semi-conducteurs, on est sur un marché qui est mature aujourd'hui, en sens où ça fait quand même très longtemps qu'on fabrique des radios, même des ordinateurs, des télévisions, des tas de choses. Mais regardez bien les téléviseurs. Nos parents achetaient des télévisions à tube cathodique. Je dirais presque, tant qu'elles marchaient, ils la gardaient. Il y a des télés qui sont restées 20 ans dans les foyers. On les gardait très longtemps. Le téléphone, c'est pareil, on achetait un téléphone, on trouve encore parfois des très vieux téléphones chez les gens. Ça bougeait pas, ou pas beaucoup. La révolution était passée. Et regardez aujourd'hui les téléviseurs. Vous avez eu des téléviseurs à écran plasma. Combien de temps ils ont duré? Il y en a encore quelques-uns, je sais. Mais combien de temps ils ont duré par rapport à la longueur d'installation dans les foyers des téléviseurs à écran cathodique? Ils ont duré, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans. Puis vous avez eu les télés. Vous avez eu, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a les télés à LED. Avant, vous aviez des écrans LCD. Regardez bien comme ça change vite. C'est plus du tout comme l'écran cathodique. Qu'est-ce qu'il y aura dans 2 ans? Ça bouge les télés. C'est bizarre pour une révolution qui est censée ralentir, ça bouge sacrément. Et c'est pareil pour les téléphones.
on avait un petit afficheur, on a aujourd'hui on a eu des écrans un peu plus grands noir et blanc, puis des écrans couleur, puis maintenant des grands écrans, puis maintenant on peut toucher, maintenant ils filment, etc. Vous avez quand même une vraie rapidité de tous ces appareils. Je vous parle aussi des mémoires flash. Autrefois, mettre à jour le logiciel d'un système, c'était pas faisable. Il fallait que le technicien vienne, on changeait vraiment une EPROM. C'est un composant qu'on programme une seule fois, mais il faut vraiment ouvrir la boîte pour le mettre dedans. Aujourd'hui, vous pouvez reprogrammer le firmware. C'est récent. C'est-à-dire que le semi-conducteur, il est vieux, mais il y a des évolutions franchement très significatives qui sont récentes. Et ça continue. Vous allez avoir les disques durs SSD, vous allez avoir plein de choses d'un peu tous les côtés qui arrivent. Regardez, la télé HD vient juste de s'installer un peu partout. Vous avez la 3D qui arrive. C'est quand même, on peut même dire, de plus en plus dynamique quand on regarde la puissance des choses. Je cite aussi les afficheurs. Je vous ai parlé de ceux des téléphones. Vous les avez par exemple sur les stations essence. Vous avez les tubes Nixie, vous avez un affichage noir sur blanc. Avant, il y avait rouge sur noir. Maintenant, vous avez jaune sur fond bleu, je crois. Chaque afficheur date à peu près d'une période donnée. Et rien qu'au vu de l'afficheur, vous pouvez dire à peu près en quelle année il a été fabriqué, conçu. Et à peu près tout le type d'électronique qu'il y a à l'intérieur. Et vous aurez un choix sur très peu de processeurs possibles dus à l'industrie actuelle. Vous voyez l'importance de l'observation, tout ce qu'on pourrait dire. Bon, je le répète un peu, maintenant que cet univers est en accélération, le matériel a une durée de vie indépendante du service qu'il rend. C'était pas vrai du tout autrefois. Je vous disais, les télévisions, tant qu'elles fonctionnaient, on la gardait. Si vous achetez une table ou une chaise, tant que vous pouvez vous asseoir et manger dessus, et qu'elle n'est pas trop abîmée, vous la gardez, parce qu'elle rend son service. Aujourd'hui, vous avez un appareil électronique quel qu'il soit, par exemple un téléphone. Il est probable que quand vous allez le changer 1 an et demi ou 2 ans après, il rende encore parfaitement le service pour lequel vous l'avez acheté. C'est-à-dire que vous allez le changer non pas parce qu'il ne fonctionne plus, non pas parce que comme une table il serait trop usé, vous ne pouvez plus téléphoner, simplement parce qu'il est devenu obsolète à cause de toute l'évolution qu'il y a autour, qui ne communiquera plus aussi bien que vous le vouliez, parce qu'il ne se connecte pas comme vous voudriez, parce que vous ne pouvez pas suivre l'évolution de toute cette technologie qu'il y a autour. Je ne sais pas comment on dit, ce phénomène de vieillissement sur ces appareils, il est récent. C'est donc pas vrai pour les anciens télé. Moi, je me rappelle, on achetait des lecteurs de disques vinyles quand j'étais jeune, on ne changeait pas. On n'y songeait pas du tout, c'était presque pour la vie. On savait qu'on le garderait toujours. Alors, derrière ça, c'est le silicium qui évolue. Je vous ai cité des raisons pour lesquelles il changeait. Ce que je veux dire par là, c'est que on a trouvé du pétrole, on a trouvé comment l'exploiter. Depuis, on a peut-être trouvé quelques produits de substitution, mais on n'a pas fait une nouvelle sorte de pétrole en laboratoire qu'on puisse étendre. Alors que le silicium vient de recherche et qu'on peut encore travailler dessus. Il y a des labos qui font des afficheurs, des nouveaux types d'afficheurs, on l'a cité pour les télés, mais il y a des labos qui regardent comment faire pour de nouvelles méthodes d'enrichissement de tout ce qui est à base tout ce qui est dans les circuits intégrés. Et comment dire ça, ces recherches se poursuivent et vous avez presque directement en magasin, avec un délai d'industrialisation, le résultat des recherches qui sont faites. Si on trouve en moyenne quelque chose de vraiment important tous les 2 ans, vous risquez bien de l'avoir en magasin à peu près tous les 2 ans. Donc je citais plein d'appareils courants tout à l'heure dans lesquels vous pouvez voir ça. Presque chaque fois, dans tous ces modèles-là, il y a une nouvelle découverte, une nouvelle mise en industrialisation, je dirais pas une mini-révolution, parce que ça ne change pas vraiment le domaine, ça reste de l'électronique, mais ça se renouvelle, il est nouveau.
Donc là, je vous citais donc vraiment ce qui faisait la particularité de la révolution, ou du moins de la grande évolution des semi-conducteurs. Je vous donne 2-3 mots sur ce que c'est l'industrie électronique. Dans les années 80 jusqu'aux années 2000 et largement avant, depuis l'après-guerre, vous aviez plein de petits laboratoires. C'était le temps d'électronique analogique. Vous avez plein de boutiques qui réparaient les téléviseurs, qui les mettaient au point, qui faisaient des produits spéciaux pour l'ORTF. Il y avait toute une culture et beaucoup de travail, de petits labos qui mettaient au point. C'est à l'époque des radars, c'est à l'époque des gens qui réparaient les oscilloscopes, qui avaient tout ce qu'il fallait dans leur labo pour faire des choses. Le marché a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de grands fondeurs parce que ça coûte très cher. Vous avez quelques pays qui font. L'Europe a failli ne plus en avoir. Ces grands fondeurs font d'énormes alliances industrielles. J'ai cité l'année dernière, je vous le recite, un GPS que j'ai chez moi. Je ne me rappelle pas de la marque. Peu importe, quand je l'ai ouvert, il y avait un Windows CE à l'intérieur. Je l'ai rapidement trouvé le logo. Et on s'aperçoit que Microsoft s'est allié avec le fondeur de composants et ils ont sorti tout de suite un système d'exploitation. Donc finalement, ceux qui ont fait le GPS, techniquement, ils ont pas fait grand-chose d'autre que d'acheter les droits d'exploitation d'un système tout fait, que d'ajouter un boîtier plastique autour, de le produire en série. Les produits arrivent de plus en plus tout faits. Les produits arrivent de plus en plus tout faits. La transition, c'est que c'est pas une critique entièrement négative. Ça a fait disparaître énormément de petits labos qui peuvent plus aujourd'hui suivre. Pas seulement pour cette raison-là, on va le voir. Aussi parce qu'il y a à l'étranger des gens qui font vraiment des produits pas chers, comme des alarmes. Faire une alarme aujourd'hui dans un petit labo, c'est pas possible. On sera jamais rentable. Mais ces produits tout faits aident au développement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et surtout on n'aura pas trop de problèmes de debugging, il n'y a pas besoin de tout un labo. L'investissement du développeur aujourd'hui, qui soit un petit labo ou un particulier qui ait du temps, c'est évidemment le budget, mais il a pour ça des kits complets. C'est un peu ce que je citais pour le développement, c'est que les industriels aujourd'hui donnent des kits sur lesquels il y a un exemple complet d'utilisation de la chose, et ça aide beaucoup les développements. Par contre, il va falloir s'y investir, il va falloir mettre du temps. Et par là, il va lire la documentation, ça va prendre du temps aussi, elle est spécifique à chacun des grands fondeurs, chacun à sa famille. Par exemple, vous avez Atmel, vous avez Microchip en face, pour ceux qui font des petits montages. Si vous avez l'habitude d'un, passer à l'autre, ça va redemander un investissement. Vous avez les contacts, quand vous achetez des composants. Il va falloir s'adresser au commercial, combien vous avez déjà pris, où est-ce qu'il est. Moi, je me suis aperçu que pour monter une nouvelle activité d'électronique, il faut au minimum 1 an. 1 an avant que vous ayez une relation un temps soit peu suivie avec les commerciaux, qu'ils sachent que vous fassiez, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs, que tout ça puisse démarrer. Les contacts, c'est un truc vécu. Si vous démarrez, je sais que c'est lourd. Puis la culture, évidemment, chaque constructeur a sa culture, suivant sa manière d'ordonner la mémoire, ses appellations, Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus ? Il y a le grand indien, le petit indien, pour ceux qui voient ce que c'est. Chacun a sa manière de programmer comme il veut, en risque ou pas en risque, etc. Et on a ses habitudes dedans, et il y a ceux qui aiment ceci ou ça. Autant c'est vrai entre Linux et Windows, autant c'est vrai aussi entre différentes familles de processeurs ou de microcontrôleurs. Alors, cette dépendance aux gros fondeurs, aux gros systèmes, a au moins un revers aujourd'hui. Je vous disais que c'était plus facilement utilisable, on fait des efforts pour ça. Vous avez de plus en plus de composants programmables, et ça aussi c'est une nouvelle arrivée de l'avancée du silicium. Ils sont programmables, à savoir qu'on met un composant, on met le programme dedans, et puis il fait tout. C'est les microcontrôleurs le plus simplement, mais il y en a encore plein de plus spécialisés pour faire des téléphones, pour faire des tas de choses.
qui a déjà pas mal d'années, que si vous voulez faire un Walkman, par exemple, à radio, vous prenez un composant, vous rajoutez quelques composants passifs, comme des résistances des capas autour, un potentiomètre, et allons-y, vous avez un petit Walkman radio, il n'y a presque plus rien à faire. Ils sont également configurables, c'est-à-dire que vous pouvez dire les parties que vous utilisez, celles que vous ne voulez pas, si une radio, pas de radio. Vous avez plus de liberté qu'avant pour faire ça. Et le summum du composant entièrement programmable, pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est les FPGA. C'est des composants dans lesquels vraiment on va mettre entièrement, c'est pas du tout à quoi il va servir d'emblée. Vous êtes entièrement libre de le programmer dans tous ces circuits logiques et d'en faire ce que vous voulez. Vous n'aviez pas ça, évidemment, autant de l'électronique analogique, c'est-à-dire autant des télévisions cathodiques, pour vous donner un point de repère. On fait du processeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces FPGA, on peut... c'est pas habituel, mais ça devient aujourd'hui largement de l'acquis, c'est classique, on peut directement y programmer ces microprocesseurs. Autant on en dépendait autrefois, autant aujourd'hui on programme son processeur, mais donc on peut le modifier un peu, on peut l'adapter, on peut en faire un peu ce qu'on veut, on peut en mettre deux. On peut le spécialiser. Et on peut penser évidemment que cette tendance va continuer jusqu'à avoir des OS, quand on les programmera, ils câbleront chacun leur processeur eux-mêmes. Et on entrerait là dans une nouvelle phase de liberté, parce que, ayant programmé votre processeur, ayant programmé tout ce qui va autour, son mode de fonctionnement, vous ne dépendiez même plus exactement d'un fondeur. Donc autant le regroupement du marché diminue le nombre d'acteurs, autant cette liberté de programmation dans les composants nous rend une grande liberté derrière. Bah voilà, j'ai déjà dit ça, c'est bien. Je vais vous parler player vidéo. C'est une demande qu'on a eue dans l'entreprise où je travaille il y a quelques mois. Il y a des gens qui vendaient des téléphones portables et puis ils aimeraient bien mettre un petit player vidéo. Parce qu'en fait, c'était des boîtiers vides, les téléphones ça coûte relativement cher. Alors pouvait-on mettre un petit player qui finalement met un peu d'animation dans un téléphone qu'on vend? Et j'ai tout de suite arrêté l'estimation des gens qui essayaient de trouver des composants, soit un afficheur par-ci, un processeur par-là, pour essayer de faire quelque chose qu'on puisse insérer dans le boîtier. J'ai arrêté les gens qui voulaient acheter un petit player tout fait pour le mettre dedans, parce que ce produit ne serait pas sorti avant un an et demi. Chez Philips, par exemple, qui font la plupart dans les récepteurs satellites aujourd'hui, des systèmes qui affichent la vidéo. Vous en avez, hein, vous regardez la doc, vous les appelez, vous en voulez, ils ne les font plus. Ça dure 6 mois un composant chez eux. Vous avez à peine le temps de l'utiliser, de faire la carte, c'est fini. Imaginez un produit qui sort dans un an et demi. Est-ce qu'eux-mêmes savent déjà exactement quelles seront ses caractéristiques? Lorsque j'achète aujourd'hui juste l'écran qu'on mettrait dans ces téléphones, est-ce que cet écran qu'on voit en vente, est-ce qu'il est encore produit? Est-ce que quel sera son prix dans un an et demi? Est-ce qu'on peut encore le trouver? Je dis qu'il faut être du métier parce qu'aujourd'hui, ceux qui font ces players, là, à Taïwan, en Chine, etc., ils en ont déjà fait plein. Ils sont dans un cycle où ils ont l'habitude et ils passent toute leur énergie à chercher les composants les moins chers. Ils cherchent les mémoires les moins chères, ils cherchent l'écran le moins cher à mettre dedans. Le moins cher à ce moment-là. Il y a des brokers, il y a des stockers, il y a des bourses là-dessus qui tournent et ça joue directement sur les prix. Autrement dit, le bricolé, c'est pas la peine d'y songer. Et pourtant, nous avons répondu à cet appel d'offres. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, parce que j'en connaissais le prix. Autrement dit, je connais rien, je ne sais pas ce qu'on met dedans, mais je connais son prix. Et surtout, je connais son prix dans un an et demi.
comment j'ai fait. Attendez voir. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, je vais reprendre l'exemple des téléviseurs. Je vous ai cité toute une série, là, allez, dans les 5-6 dernières années, là, entre les plasmas, entre ça, et prenez aussi vos téléphones portables. Regardez bien, ils sont de plus en plus puissants. Regardez les télés, elles sont à peu près à 1000 €. Elles ont changé, elles sont plus puissantes. Hein. Celles qui ont la 3D maintenant, elles sont toujours à 1000 €, entre 1000 et 3000 €. Elles n'ont pas changé de prix. Ce qui implique que les constructeurs, quand ils font un nouveau produit, quand ils l'étudient, ils ne sont pas sortis là, les télé 3D à 30 000 €. Ils sont bien restés dans ce prix-là. Je vous parlais du pétrole tout à l'heure, regardez la voiture. Moi j'ai acheté il n'y a pas longtemps un camion 1200 €. J'aurais pu l'acheter 100 000 €. Je l'aurais trouvé facilement. Une télé, vous avez une télé à 500 €, vous trouvez. Est-ce que vous trouvez facilement une télé à 50 000 €? Il n'y en a pas beaucoup. Je peux quasiment dire, vu les évolutions qu'il y a, allez, que dans 3 ans, je ne sais pas ce qu'elle sera la télé. Je ne sais pas ce qu'elle pourra faire. Mais je peux à peu près dire qu'elle sera à 1000 € et qu'on trouvera des télés à 3000 €. Et même, je peux dire que le prix baisse doucement, ce qui me rassurerait d'autant plus. On va dire qu'elles seront entre 800 € et 2500 € pour les super télé. C'est une spécificité de l'évolution de l'électronique qui est utile. Oui, il n'y a pas d'offre décalée, c'est que personne, oui, ne se permet non, de faire d'offres très chères. Comme quoi, il y a, chez les constructeurs, j'en ignore les raisons d'ailleurs, je fais qu'observer ça, ils s'auto-censurent sur les prix dès qu'ils font un nouveau produit. Bon, je vous ai parlé d'électronique, maintenant il faut que je vous parle de l'informatique. Sur ce qu'on peut y voir, je pars à peu près dans les années 80. Les années 80, les gros systèmes géraient l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a quelques années avant, vous aviez des armées de développeurs, la plupart arrivent en retraite maintenant. C'est ceux qui ont fait la grosse industrialisation informatique du pays, c'est ceux qui ont programmé Air France, la SNCF, les impôts, la sécurité sociale, tous les gros, la grosse informatisation en langage COBOL. C'est fait à cette époque-là. C'était IBM qui avait tout le marché, sauf en France où l'État obligeait les administrations françaises à acheter du bulle. Mais tout se faisait comme ça. C'est en 85 que j'ai vu que les premiers IBM PC se généralisaient. J'en voyais partout sur les salons, dans toutes les entreprises où je mettais les pieds. Bon, c'était vraiment des ordinateurs qui étaient annexes, mais c'était l'accès à l'informatique pour les petites PME, parfois aussi les particuliers. Alors quand vous allumez cette machine, vous n'aviez pas d'OS, ça ressemblait un petit peu à tout ce qui se faisait avant pour les particuliers, c'était quasiment des jouets, vous aviez le ZX Sinclair, le Rick Atmos, des choses comme ça. D'ailleurs, si vous voulez changer le firmware, vous ne pouviez pas. Il n'y avait pas de mémoire flash, il fallait vraiment l'envoyer à l'usine, ils vous le changeaient, on retrouve le sujet de tout à l'heure. C'est du basique interprété, c'est-à-dire directement sous basique, vous vouliez des instructions basiques, ça réagissait comme ça, et il n'y avait pas plus d'OS que ça. Alors, la tendance de l'époque, celle qui m'intéresse, c'est que ce que tout le monde voulait, c'était aller plus vite. Donc, on faisait de l'assembleur. Moi, je me rappelle, j'avais fait 60 pages d'assembleur pour faire un jeu vidéo, mais tous ceux qui en faisaient des jeux vidéo à cette époque-là, sur des écrans qui parfois étaient purement alphanumériques, on faisait de l'assembleur. La vitesse, on était extrêmement demandeur. Pendant bien des années, lorsque Compaq notamment a sorti, il a fait notamment toute sa fortune avec la série Desk Pro qui tournait en 15 MHz, 20 MHz, puis 25. Ça coûtait cher et tout le monde était focalisé dessus. On voulait de la rapidité. Et on ne songeait pas un instant que cette demande de rapidité et de puissance n'était pas le premier critère de ce qu'on voulait. On écrivait tout en fonction de ça. Alors, ce qui a été très populaire, ça a été les compilateurs, là, tout ce qui est les familles Turbo, je crois bien, les Turbo C, les Turbo Pascal, le premier, etc. Ils compilaient.
les langages n'étant plus interprétés comme le basique, ils allaient beaucoup plus vite. Et là encore, c'était hors de question de ne pas faire ça. Le basique interprété, il a disparu instantanément, quoi. Plus personne ne songeait à l'avoir. Il fallait que ça bouge. Et c'est ce que je dis, on ne doutait pas du tout que ça allait continuer comme ça. Ça a duré 10-15 ans, hein, cette volonté de puissance. Quand je regarde aujourd'hui, alors forcément, j'ai gardé un peu ces réflexes. Et je regarde un petit peu ce qui m'étonne. Je cite que Flight Simulator a évolué, par exemple, ça, c'est logique. C'était couru à l'époque. Je m'aperçois quand même, on a une vraie évolution. Il y a des choses qui ont eu beaucoup plus de puissance, qui ont bien marché. Prophétie pour l'an 2000, je me rappelle l'une des plus marrantes, c'est qu'on disait oui, en l'an 2000, on n'aura presque plus besoin de travailler, les machines feront tout. J'ai l'impression qu'on y arrive un peu, mais qu'on veut travailler, c'est ça le truc. On l'aurait dit à l'époque, on l'aurait pas du tout prévu comme ça. Alors, ce que je remarque aujourd'hui, avec étonnement, c'est que on a des machines virtuelles, des petits netbooks. Ça va beaucoup plus doucement, et surtout, on fait du Java, on fait du Python. On retrouve de l'interprété, notamment dans le Python. C'est-à-dire qu'on a fait demi-tour sur cette demande de puissance. Pour moi, c'est très étonnant. Et surtout, c'est totalement inattendu si on revient en arrière. C'est d'autant plus étonnant si on se disait une machine tellement puissante qu'aujourd'hui on peut se le permettre, ça ne pose pas de problème, mais c'est de l'année dernière, j'avais pris un programme en Python pour afficher des courbes, c'était l'équivalent d'un MP3 qui dure 2 minutes et demie. Je voulais l'afficher. Et ça durait 3 minutes. Je l'ai écrit en C, ça allait 2 secondes, ça sortait. Donc il y a des gens qui s'embêtent aujourd'hui à attendre 3 minutes pour afficher un truc alors qu'on pourrait le faire en 2 secondes. Donc c'est pas que la machine est si rapide que c'est pas important, c'est vraiment embêtant. Mais aujourd'hui, les gens, je ne sais pas pourquoi, ça les embête plus d'attendre et ça les embête plus tellement que leur machine aille doucement. Et j'ai un netbook qui a 1 giga de mémoire, c'est pas petit, je sais pas pourquoi ça rame, mais les gens achètent ça quand même, ça les dérange pas d'attendre aujourd'hui. Et bon, je m'en étonne. Qu'est-ce qui m'étonne encore? Les menus étaient simples et rapides, pas de soucis. Menu fichier, tout ça, ok. Il n'y avait pas encore forcément sous Windows, on était encore parfois sous DOS avec des menus, mais quand Windows est arrivé, tout ça, ça bougeait, ça ramait pas du tout. Et on comprenait, c'était écrit, certes, il y a surtout des informaticiens. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un Microsoft Access que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps, j'ai plein d'icônes. Je ne sais plus ce que je voulais faire, ça extraire le mois ou quelque chose comme ça, ou trouver une fonction. Allez, il y a moins de 10 ans, je l'écrivais à la ligne, dans des requêtes sous Access, et là, je ne me rappelais plus du format de la commande. Je suis allé dans le help, je l'ai tapé, et je ne l'ai jamais trouvé. Et ça m'a évidemment énervé. Tous ces efforts qu'il y a pour, soi-disant, faire une interface plus intuitive, plus facile, rappelez-vous, à un moment donné, il y a eu un Word qui est sorti avec un trombone qui sortait, soi-disant, pour vous aider. Tous les gens qui m'en parlaient me disaient, c'est énervant au possible. Ça fait partie de ça, quoi. C'est une espèce de surprise dans l'évolution, c'est volonté de faire du nouveau. On va dire ça rate ou quoi, mais on les voit un peu régulièrement, quoi. On les voit dans les icônes, on voit ça dans le trombone et dans diverses choses, quoi. Et alors, le truc où j'ai pas de réponse, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est le temps d'ouverture. Moi, je suis d'abord électronicien, je sais à quelle vitesse ça tourne, et nous avons sur la table un ordinateur qui fait quoi? Allez, on est en gigahertz. Allez, on va dire, il fait 100 millions d'opérations par seconde. En plus de ça, il a une carte graphique spécialisée qui va largement le décharger. On la voit bien celle-là, parce que quand vous ne mettez pas le driver de la carte graphique, vous bougez une fenêtre, elle se met tout doucement, elle se redessine. Donc on voit que le processeur n'y arrive pas. Donc on voit bien l'intérêt du processeur graphique. Et bien quand j'ouvre une fenêtre, ça dure, je sais pas, une demi-seconde, 1 seconde ou plus. Donc, le processeur, il fait quoi? Il fait 100 millions d'opérations pour ouvrir une fenêtre. Je vous ai dit, je n'ai pas de réponse. On écrivait de l'assembleur autrefois, ça flashait. Aujourd'hui, j'ai beau me dire qu'il fait 100 vérifications, je ne comprends pas ce qu'il fait. C'est un vrai mystère.
J'ai presque rien à dire de plus là-dessus, sinon que je reste encore stupéfait aujourd'hui. Il y a deux choses dont je me rappelle aussi à l'époque. On demandait, mais alors, avec une évidence, aux ordinateurs, d'être intelligents, c'est-à-dire ils calculaient les chiffres, les calculettes. Elle nous a gagné beaucoup de temps, et elle calculait plus vite que nous. Par extension, on disait, les calculettes réfléchissent plus vite que nous. Ça semblait évident. Puis les ordinateurs d'échecs sont à peu près de cette époque-là. Ben, ils réfléchissaient, on emploie bien ce mot quand même pour les ordinateurs d'échecs, qui réfléchissaient plus vite que nous, et souvent mieux. Surtout d'ailleurs parce qu'il y a toujours un moment où nous on est faible, et eux, ben, ils ne se trompent jamais. Et même sur la durée, l'ordinateur d'échecs, il ne faiblit pas. Enfin bref, ils rendaient quand même des vrais services. Et l'évidence pour les calculettes, c'est qu'il allait avoir une génération 2, à l'époque on aurait dit dans 5 ans, qui allait résoudre des théorèmes. Ils faisaient les calculs, ça allait venir, on en était sûr. Et il y a eu beaucoup de logiciels, même écrits en basique interprété dès le départ, avec des psys ou de l'intelligence artificielle qui vous posaient des questions, qui répondaient, ça a été une grande mode. On était persuadés, un peu comme dans... Je sais plus ce qu'il y avait comme film où il y a j'ai le nom m'échappe là, où il y a un ordinateur qui répond toujours. Les gens étaient persuadés, notamment les gens très techniciens, les informaticiens, que c'était naturel. Très très bientôt, l'ordinateur a une vraie intelligence, répondra à des questions et il ferait des grandes déductions. Je vais regarder ce qu'il y a sur la page d'après. Ouais. Alors, il y a eu plein de programmes, mais notamment on a essayé, je me rappelle, il y a eu un Turbo Prolog qui était sorti. C'est un langage avec un moteur d'inférence. C'est-à-dire que même l'industrie a suivi pour essayer de faire, sous diverses formes, du développement de cette intelligence artificielle, parce que ce langage fait par Borland visait vraiment à démocratiser les possibilités d'intelligence artificielle. C'est clairement, tout le monde y croyait, quoi. C'était l'époque aussi d'ailleurs, je me rappelle, où on parlait souvent d'une erreur d'ordinateur. On entendait ça sur Europe 1. On disait l'ordinateur s'est trompé. Personne ne réagissait. Personne ne disait quelqu'un qui l'avait programmé. L'ordinateur pouvait se tromper de temps en temps et on n'y pouvait rien et ça dérangeait personne. Alors toujours, j'ai plusieurs pages là sur les remarques que je pouvais faire sur l'évolution de l'informatique, ou celle qui du moins pourrait se remarquer. Ça c'est le but aujourd'hui. Alors du bout des doigts, c'est pas du tout une production érotique comme on pourrait penser. C'est en fait quand vous y allez, ils vendent des sandwichs. J'y vais le midi. C'est le frère et la sœur qui tiennent ça. Et un jour, je sais pas, je leur ai demandé s'ils avaient leur menu sur internet ou bien leur liste de sandwichs. Et la sœur qui était là m'a dit oui, je le mets sur internet. Je lui ai dit c'est où? Elle me dit c'est sur Facebook. Ce truc, je m'y attendais pas du tout. C'est pour là que je dis qu'on retrouve les couches géologiques. Voilà, on a fait un web, dessus on a encore fait, on a fait des sites, puis après on a fait des blogs, et puis après on a fait un Facebook, puis les gens mettent leur page dessus, etc. On a plein de couches comme ça. Moi, ça ne me serait pas venu l'idée de faire ça, mais bon. Je cite les utilisateurs ont une grande force d'inertie. Effectivement, il y a aujourd'hui, on dirait quand même beaucoup plus d'utilisateurs, de gens qui font fonctionner les ordinateurs, que de gens vraiment qui développent, qui programment, ou qui les mettent au point, ou qui les débuguent. C'est la rançon du succès, c'est bien. Ça veut dire que c'est démocratisé, que plein de gens s'en servent, mais effectivement, si, malgré que c'est pas super malin d'utiliser Facebook pour mettre ses menus, si demain tout le monde met tout sur Facebook, les techniciens qui font ça avec du HTML de base ou quelque chose comme ça, ben, on sera largement en minorité. Et la plupart des produits développés iront plutôt se faire sur Facebook ou quelque chose d'équivalent. Alors un truc qui m'étonne aussi, c'est la voiture 2.0. Si par exemple on se sert tous de notre voiture habituellement, puis un jour on trouvait une nouvelle utilisation pour notre voiture, je sais pas, tiens, aller faire un pique-nique. Personne jamais faisait de pique-nique avec sa voiture avant. Eh ben voilà, c'est la voiture 2.0.
parce qu'on l'utilise autrement. Alors que c'est la même voiture, mais non. Dit comme ça vous paraît peut-être évident, mais c'est ce qu'on nous a dit pour le web. Une nouvelle utilisation du web par les utilisateurs, et vous avez des utilisateurs qui déclarent que c'est un nouveau web. Moi j'aime bien. Oui, c'est ce que je vous dis, dont les informaticiens sont chantés. Ça, c'est un bon plan pour faire du piratage un peu partout. Qui prend les décisions? Tout le monde pense qui c'est. Il y a toujours besoin de faire venir l'informaticien, et encore moins le spécialiste de la sécurité quand on prend des décisions sur comment on va faire quoi. Tout le monde sait comment ça marche, on met Facebook. Ça fait partie des évolutions imprévisibles à l'époque. Ah, c'est ma dernière page. Bon, je ne vais pas creuser ça quand même. Ça va être un instrument de contrôle des individus. J'aurais préféré qu'Internet reste comme... On m'a demandé un jour ce qu'il y avait dans Internet. Alors, la question de débutant qui est sûrement légitime, mais j'ai répondu, c'est comme le téléphone, c'est un moyen de communication, on y trouve, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est juste un support de communication. Oui, je n'aime pas évidemment qu'on le contrôle, je le dis par là, je ne vais pas creuser ce point-là, il y en a d'autres qui font ça. Et je vais terminer par un truc que je vois comme un grand succès, moi, parce que je suis optimiste, c'est le Minitel. C'est un super succès, parce que ça montre que quand des technocrates, que quand des politiques veulent fermer un marché, veulent imposer un standard, fonctionne comme un fonctionnement de plan quinquennal du RSS, et ben ça s'est planté. Et je suis super content parce que pour l'évolution des normes, la standardisation, des libertés, c'est super que ça n'ait rien donné. Voilà, je vous ai parlé des évolutions. J'espère que vous rappellerez électronique et informatique. Voilà, j'ai terminé. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, c'est presque plus une réaction par rapport à ce que vous disiez sur les langages interprétés, il me semble, au milieu de la présentation. Je pense que si aujourd'hui c'est utilisé par pas mal de personnes, c'est simplement que c'est plus simple, ça permet de développer plus rapidement. Si on devait faire de l'assembleur pour tout ce qu'on faisait, on serait pas prêt de sortir notre site web en PHP ou en je sais pas trop quoi d'autre. Et que finalement le temps de calcul n'est pas toujours peut-être le principal facteur à prendre en compte. Il y a des raisons pour faire ça, certainement. Ceci dit, on pourrait compiler. Mais c'est pas parce qu'il y a des bonnes raisons pour le faire que c'est pas étonnant, vu avec du recul. Et je cite aussi que l'assembleur lui-même est un langage interprété, puisqu'il y a des microprogrammes dans le processeur qui exécutent chaque instruction, et en fait, ça revient à ça aussi. Merci. Je voulais demander, Serge, pour revenir au téléviseur, quand les premiers téléviseurs LCD sont arrivés, format large, etc., widescreen, je ne trouve pas qu'il y ait une différence fondamentale entre le téléviseur lui-même, quelle que soit la technologie qui est utilisée dans la dalle, en fait. Est-ce que c'est pas plutôt un phénomène marketing, ok, même si l'électronique elle-même a progressé, plutôt qu'une obsolescence du téléviseur lui-même? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas une grande différence. Mais par contre, les téléviseurs ont quand même beaucoup minci. En épaisseur, enfin, je veux dire, en épaisseur de dalle, il y a des choses comme ça, ouais. Bon. Je crois que les gens n'aiment plus trop le plasma maintenant, seulement pour les très grands écrans. Ceci dit, moi, je suis pas super spécialiste en fait. Je pourrais pas citer en détail toutes les évolutions.
Bon, moi je voudrais poser une simple question. C'est sur les futures mutations technologiques qui arrivent au niveau des processeurs. Actuellement, on est sous lithium, avec les processeurs, quoi. Et, euh, et je sais aussi qu'il y a des labos de recherche qui travaillent avec des processeurs qui seraient faits avec du carbone lithium. Et donc, où en est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais où en sont les recherches technologiques à ce niveau, dans les labos de recherche, quoi, de fabrication? Je vais vous répondre mon point de vue d'électronicien. L'électronicien, en fait, je suis même une formation de génie électrique. On a ce problème, c'est que l'électricité, on la voit pas. On ne sait pas très bien. Si je faisais ébéniste, je verrais le bois, je pourrais le toucher. Électronique, voilà. Encore moins, c'est du petit courant, on peut même pas s'électrocuter avec. À chaque fois qu'on a eu des cours sur comment on fait l'intérieur des composants, à chaque fois, on s'arrête. Je suis incapable de dire comment est stocké dans une mémoire, une CMOS, un truc comme ça, parce que c'est un travail qui n'est pas du tout un travail d'électricien, c'est un travail de génie des matériaux, de gros spécialistes des atomes, etc. Et c'est pas du tout notre métier. Alors, on ne fait que l'utiliser parfois 10 ans après qu'une nouvelle technologie sort. En fait, je réponds que je sais pas. Oui, une petite question. Avec l'arrivée d'informaticiens et d'électroniciens un peu âgés vers l'âge de la retraite, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un phénomène de revival sur l'électronique qui serait possible, lié au fait que ces gens-là auront du temps et peut-être préféreront travailler sur des technologies qu'ils ont connues avant et qu'ils trouvent plutôt agréables d'utiliser, et qui feront que, par exemple, au lieu de développer des nouveaux produits pour encore de nouveaux marchés, plutôt pour un public super jeune, génération Y, Z, etc., de finalement travailler en communauté d'informaticiens ou d'électroniciens avec des technologies qu'ils aiment en ayant le temps. Voilà, c'est ma question, je sais pas. J'ai quelques cas comme ça, de gars un peu plus âgés que moi, avec qui effectivement j'allais voir dans leur labo. Je me rappelle, j'y allais tous les samedis, on travaillait ensemble. Comment ça s'est fini? D'abord, ils aiment ce qu'ils font et ils ont en général pas attendu pour faire leur projet perso qu'ils soient à la retraite. La première remarque que j'ai, parce qu'ils disposent de leur labo, ils sont dedans, etc. D'autres prennent leur retraite relativement tard. Ils continuent. Alors, ils bricolent après, mais en général, j'ai remarqué moins facilement pour ceux que j'ai croisés. Et est-ce que ça va faire un revival? Ils font des choses, certes, mais ça ne donne pas d'énormes changements par rapport à ce qu'il y a avant. Ceux qui font vraiment la télé, il y en a qui sont assez âgés maintenant, et ceux qui ont vraiment connu la création de l'ORTF, tout ça, ils m'en parlent. Moi, j'ai pas connu, mais visiblement, ils me disent plutôt, ouais, ils sont plus là. Il y a plein de connaissances qui sont perdues. C'est toute une époque qui n'est plus là. Ça s'arrête doucement, ouais. Si un revival, il sera petit, je dirais. On a beaucoup parlé des technologies qui ont disparu. Il y a des technologies qui sont maintenues a priori sous respiration artificielle. Je pense notamment à tout ce qui est protocole bancaire, où il y a encore des paléotechnologues qui collent en COBOL sur des protocoles X25 qui sont maintenus juste pour eux.
Est-ce que c'est pas aussi un peu un problème dans le même style que une réaction inverse justement de ça marche, on le garde et on veut surtout pas le changer? Est-ce que ça pourrait pas être une anti-innovation qui traînerait et qui serait là pour entretenir certaines choses en place sans qu'on se pose trop de questions dessus? Ouais, je suis pas sûr qu'on se pose pas de questions. Ça vient de l'époque que je citais tout à l'heure, l'époque où on a fait les grands plans informatisation ce que j'avais dit, la SNCF, Air France, voilà, les impôts, tous ces trucs-là. Effectivement, c'est fait en COBOL sur des gros systèmes. Bon, ça tourne toujours, ça coûterait un prix pas possible hein, à réécrire, donc c'est pour ça qu'ils les gardent. Comment dire, c'est de l'ordre d'un grand plan informatisation au niveau national, quoi. C'est des budgets gigantesques, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est dinosauresque, mais je pense que c'est contrôlé. On sait que ça coûte moins cher à les conserver et à les maintenir, quoi. Je me rappelle, la SNCF avait mis un système de réservation différent il y a quelques années, ça a été un gros fiasco qu'ils avaient acheté. Comme quoi, hein, le jour où on les changera, ça posera plein des soucis, je pense qu'ils ne sont pas rassurés. Bon bah voilà. Il l'a fait, le salopard. On fait un petit break de 5 minutes et ensuite il y a Eric Fraissinet qui va venir nous faire un petit talk. Donc vous avez le droit d'aller prendre l'air, enfin voilà. Et toi t'arrêtes de passer des photos à la con.